Ou ce que je mets en avant, c'est le fait qu'il y a une structuration aussi endogène, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une attente à la base. C'est pas simplement des militants qui vont venir prêcher la bonne parole dans des bassins ouvriers, mais en fait, c'est vraiment une création endogène par les ouvriers, par les populations locales qui vont se saisir de la possibilité de s'organiser dans des cellules communistes. Et donc, c'est pas simplement voilà, une implantation par en haut, mais c'est une structuration aussi par en bas liée à des attentes populaires fortes. Et en fait, tu as répondu un peu à la question en la posant, c'est-à-dire que c'est vraiment beaucoup, à mon sens, lié à la CGT et puis au syndicalisme, c'est-à-dire que c'est vraiment la matrice syndicale qui permet cette constitution de fiefs ouvriers qui sont en réalité, donc on dit bastion rouge, bastion communisme, mais moi ce que je mets en avant, c'est que ce sont surtout des bastions syndicaux et qu'en fait, c'est surtout parce qu'il y a une puissance syndicale très forte que seulement ensuite, il peut y avoir une traduction dans la scène politique avec aussi des municipalités communistes qui vont se mettre en place, un député communiste qui va être élu et un parti qui va être relativement fort. Mais en réalité, la CGT est beaucoup plus forte que le parti. Il y a beaucoup plus de militants à la CGT. Et parfois, ce que je mets en avant aussi, c'est que dans les petites communes, donc moi j'aime bien travailler dans des petits bourgs ouvriers, parce que souvent, voilà, on les voit pas et on se focalise que sur les villes assez importantes. Et on voit qu'en réalité, ce sont surtout des syndicalistes de la CGT qui se présentent aux élections et qui gagnent la mairie. Ils en votent surtout pour eux parce qu'ils sont syndicalistes. Et ils sont effectivement communistes parce qu'ils sont aussi adhérents au Parti communiste et parce que lors d'élections municipales ou législatives, on met en avant une étiquette politique. Donc là, en l'occurrence, c'est le Parti communiste. Mais ils sont surtout reconnus comme militants syndicaux. Et vraiment, la force populaire du Parti communiste, c'est cette force syndicale. Donc il y a vraiment ce lien très fort donc, avec les syndicalistes et le fait donc, que le Parti communiste il se constitue, donc surtout, donc, il se fonde en 1920, mais en réalité il se constitue comme parti ouvrier surtout à la fin des années 20 et au début des années 30, et surtout par l'incorporation de militants syndicalistes qui vont avoir une promotion dans l'organisation communiste, et il va s'ouvriériser en remplaçant les anciennes élites qui venaient du parti socialiste, qui étaient encore présentes au début des années 20, en mettant plutôt aux avant-postes des syndicalistes qui vont devenir communistes. Mais c'est vraiment par cette promotion de syndicalistes qu'il va y avoir une ouvriérisation du parti et ensuite une capacité à parler au fait, au milieu populaire, puisque là on aura des personnes qui connaissent intimement ces milieux. Donc ça je pense que c'est vraiment très très important. Et aussi, donc, comme sur la capacité donc, à forger ces dirigeants, c'est le fait qu'il y a tout un ensemble de dispositifs de formation donc, par les écoles, de sélection, c'est-à-dire qu'on va choisir différents militants ou militantes pour des promotions sur des postes, donc soit pour diriger la fédération départementale, soit pour se présenter aux élections. Et donc, ce que fait l'appareil, c'est qu'il essaye de sélectionner, donc c'est ce qu'on appelle la politique des cadres, et c'est pas fait au hasard, c'est-à-dire que l'origine sociale et le parcours social de la personne est pris en compte dans son évaluation et dans sa promotion possible. Donc ça veut dire que pour contrer les logiques de monopolisation des postes politiques dans l'organisation par des élites intellectuelles, par ceux qui ont des capitales culturelles, il a fallu travailler pour contrecarrer cette force du capital culturel et de promouvoir un capital culturel qui est plutôt produit par l'organisation, par les écoles, par la formation interne, par l'engagement, qui est aussi un capital culturel mais qui est d'origine militante plus que scolaire. Donc il y a vraiment une gestion du personnel militant pour l'émergence de ces dirigeants. Donc, puisque tout naturellement, et donc ça on y reviendra sûrement à la fin, dès que ces dispositifs sont fragilisés ou remis en cause, tout naturellement, en fait, ce sont les classes moyennes et les élites intellectuelles qui reprennent en fait les positions dans l'organisation. Donc c'est bien pas lié, c'est pas lié au hasard, c'est pas naturel, c'est pas simplement parce qu'il y avait une classe ouvrière nombreuse et forte qu'il y a eu une organisation qui pouvait se revendiquer de ces classes ouvrières et une organisation ouvrière, c'est parce qu'il y a vraiment une politique de gestion, de sélection, de formation, de contrôle pour marginaliser les élites intellectuelles, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle quand même très important, mais toujours subordonné et secondaire, qui est au service de ces dirigeants ouvriers. Donc il y a vraiment tout un ensemble de facteurs qui sont à la fois des facteurs sociaux, donc le fait que la classe ouvrière, effectivement, elle se structure très fortement des années 30 aux années 70, mais en plus, il y avait une politique volontariste de promouvoir ces militants
qui étaient sélectionnés parce qu'ils avaient commencé à militer dans leur entreprise, alors qu'en réalité, la majorité des militants communistes, ils militaient plutôt dans leur localité, dans leur quartier, mais il y avait vraiment une politique volontariste de favoriser ceux qui avaient un lien avec Mhm. le monde du travail.